Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti, es-tu bien rentré chez toi à Montréal après Vivatech? Bien rentré, oui, et j'espère un jour pouvoir me reposer, mais ça va être dans quelques fins de semaine, je présume. Ouais, en tout cas, tu as bien fait de pas rester là, parce qu'on est tous en train de fondre sur pied, voilà. Donc... oui, j'ai même ouï dire que les feuilles étaient en train de cramer, qu'ils allaient tomber, oui. Puis finalement, vous auriez des arbres sans feuilles bientôt. Oh, bon. Alors revenons à la tech qui est quand même plus gaie. Oui, ben ça dépend pour qui. Grosse nouvelle en fin de semaine, Apple qui hausse ses prix. C'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais il fallait s'y attendre. Bah non, il fallait s'y attendre. C'est le fameux, j'adore ce mot là, le Ramegeddon. Hein, c'est l'Armageddon de la RAM, c'est-à-dire de la mémoire vive. Et en gros, c'est l'augmentation du prix des semi-conducteurs et notamment des mémoires qui fait que il y a pas mal de produits qui ont vu leur prix augmenter ou qui vont voir leur prix augmenter. Et Apple, effectivement, avait prévenu en disant, vous savez, ça va être chaud là. On va essayer de faire le maximum pour rester dans des limites raisonnables. Si tant est que les prix Apple en temps normal soient raisonnables. Oui, merci. Tu es d'accord avec moi? Oh, et là, ils augmentent. Alors, le prix le plus significatif, c'est le MacBook Neo, le nouveau, ultra léger, le tout petit, qui avait sa particularité, c'est qu'il était super bon marché puisqu'il démarrait à $700. Ouais. Eh bien, voilà, le premier prix passera à $799 et 799 €. Oui, puis tu vois, du côté du Canada, je pense que l'augmentation est de $200. Alors, c'est vraiment, ça donne le coup. Hein? Ah ouais, c'est énorme. Et mais c'est un peu particulier parce qu'il faut rappeler que, en tout cas, d'usage, Apple avait l'habitude de conserver toujours les mêmes prix, peu importe ce qui se passait jusqu'à maintenant, et que c'était la version subséquente qui, elle, montait ou rarement descendait. Et là, ça a pris tout le monde de court parce que, bon, on avait beau parler de la RAM Aguedon, là, les gens se disaient, ils vont attendre la prochaine génération qui serait annoncée dans quelques mois. Ben non, pouf, c'est tout. Sauf que, il faut quand même rassurer les gens, pour le moment, si la tendance se maintient, l'iPhone, l'Apple Watch, les AirPods ne sont pas touchés, mais le reste, tout y passe, hein. Tout y passe. MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, Mac Mini, avec des augmentations alors pour le prix français qui peuvent aller jusqu'à 200 à 700 € de plus. Et c'est même fou. Les HomePod et les HomePod Mini qui augmentent également. Bon, bah voilà. Alors, si vous avez fait l'acquisition d'un ordinateur Mac récemment, comme moi d'ailleurs, je vous félicite parce que vous avez bien fait. Exactement. Vous avez économisé. Bravo. Autre secteur, celui de la lunetterie. Toi, je sais que tu suis ça parce que récemment, tu étais à Monaco pour parler à des experts. Et là, même dans mon numérique, tu parles à des experts. Mais là, cette semaine, on apprenait que Meta lance sa propre gamme de lunettes connectées. Oui, ça va être la première fois qu'ils font des lunettes sous leur propre marque, en fait, puisqu'on a eu les Ray-Ban, Oakley également. Hein. Donc là, ils font ça tout seuls. Elles s'appellent les Meta Glasses, tout simplement. Et du coup, elles sont moins chères. Et elles coûteront $300, si mes informations sont bonnes, contre $380 minimum pour le modèle Ray-Ban de base. Donc, c'est plutôt intéressant, sachant que ce sont des lunettes qui sont équipées d'une caméra, d'un micro, de haut-parleurs, de l'assistant d'intelligence artificielle MuseSpark, mais il n'y a pas le petit écran qu'on trouve dans les Meta Ray-Ban Display. Hein. Alors, c'est quoi? On veut démocratiser la lunette? Bah oui, ça c'est clair que chez Meta, ils ont quand même une stratégie très offensive à ce sujet. Et on peut même dire que c'est eux qui... Il faut rappeler d'ailleurs que c'est eux qui dominent le marché aujourd'hui, avec plus de 7 millions de modèles vendus, hein, a priori, d'après les chiffres qui sont donnés, juste devant Google, Samsung et peut-être Apple,
qui arrivera en 2027. On verra. Voilà. Et en tout cas, c'est un sujet intéressant quand même, ces lunettes. Moi, je suis assez fan du concept, même si je les utilise pas au quotidien. J'en profite juste pour préciser que dans Monde Numérique Lebdo cette semaine, je propose une interview d'un responsable de Meta et justement de la partie santé, bien-être, etc. C'est Matthew Sanders, donc une interview où il me raconte plein de choses et notamment l'explication de l'origine de l'intelligence artificielle dans les lunettes. Mais tu vois, ces lunettes-là, évidemment, si on baisse le prix, donc le niveau d'accès est plus facile, ça remet de l'avant encore plus la question de la protection de la vie privée. Et cette semaine, je lisais, d'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus dans mon carnet, je voyais les propos d'un des patrons, le directeur de la technologie chez Meta, qui disait que ils ont bonne conscience. Hein. Eux se remettent à l'évolution des bonnes mœurs publiques avec la technologie pour l'apprentissage. Ben oui, pour l'apprentissage du respect et donc l'apprentissage social du respect des gens qui sont avec vous. D'ailleurs, je rappelle que je ne sais pas ce que c'est en France, mais ici au Québec, je voyais ça récemment dans le milieu hospitalier. Il y avait une belle affichette qui rappelait aux gens que on ne peut pas prendre la photo de quelqu'un d'autre sans lui demander la permission. Ouais. Et évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'image de quelqu'un d'autre. Et puis, je présume, en France, c'est tellement réglé que ça doit être quelque chose qui ressemble à ça. Hein. En France, tu sais, où est-ce que c'est précisé comme ça de manière explicite? C'est dans les avions. Ah bon? Ouais, notamment sur Air France. Quand tu arrives dans un avion Air France, désormais, tu sais les petites annonces que les hôtesses font au début, avant le décollage. Eh bien, il y a ne prenez pas en photo des personnes sans leur consentement. Merci de pas prendre d'images, etc. Wow. Ouais, c'est clairement spécifié avant chaque vol maintenant. C'est sûr qu'on appelait à la bonne conscience et surtout au civisme des gens, il faut le faire. Oui. Maintenant, est-ce que ça fait rire un peu? Bah, ça fait rire un peu, oui, mais enfin, il n'y a pas 36 solutions. Sinon, quoi, on va leur casser la gueule dès que quelqu'un utilise des lunettes. Mais je pense que l'effet le plus pervers, et on en avait parlé avec François Sorel, et rappelle-toi, il a fait une remarque qui était intéressante. Le drame, c'est que le simple fait d'avoir ce genre de lunettes, eh bien, ça induit de la suspicion. C'est-à-dire que même si tu es pas en train de filmer ou de prendre des photos, c'est-à-dire, et du coup, la petite lumière s'allume, donc là, ça se voit, c'est clair, c'est évident. Mais le simple fait... C'est ceux qui n'ont pas enlevé la petite lumière, ça. Ouais, mais parce qu'il y a toute une business maintenant qui existe. Ouais, ok, mais je pense que c'est pas majoritaire. Tout le monde va pas l'enlever, cette petite lumière. Mais donc, pardon, mais poursuis. Donc, avec la petite lumière qui allume. Mais voilà, je pense qu'il y a une suspicion à l'égard des gens qui ont des lunettes avec un objectif, et parce que ça se voit, et surtout quand on connaît un peu le concept, ça se voit, donc il y a une méfiance. Et ça, c'est dommage, parce que là, du coup, il va falloir quand même s'habituer à ces trucs-là. Je veux dire, on a le droit de porter des lunettes comme ça, et il faut pas que tout le monde soit sur la défensive. C'est intéressant que tu dises ça. On a le droit de porter des lunettes comme ça. Mais s'il y a un pays où c'est réglementé, par exemple, est-ce qu'en France, tu as le droit d'installer une petite sonnerie Ring sur le devant de ta maison? Non, tu n'as pas le droit. Si tu filmes la voie publique, tu n'as pas le droit. Ben, avec les lunettes, qu'est-ce que tu filmes exactement? Bah... Il y a un risque de filmer la voie publique. Il y a un risque de filmer des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Là. Oui, mais pareil avec ton smartphone, en fait. Oui, je sais. Mais c'est juste que ton smartphone, tu l'as pas 24 heures sur 24 devant toi la paire de lunettes, tu l'as sur ton nez. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Là. Ah, bien sûr. Ouais, mais on n'a pas fini d'en parler de cette histoire-là. Non, mais alors, je trouvais ça intéressant, puisqu'on parlait des lunettes, de ramener que les grands patrons de Meta, eux, font confiance à l'apprentissage social. Ça me fait rire beaucoup. Je t'amène ailleurs, mais je t'amène plus près de chez toi parce que il y a une histoire que je comprends pas trop, puis je veux juste savoir ce qu'il y en est. J'ai entendu parler, mais j'ai pas lu grand-chose là-dessus, sur l'euro numérique. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, l'euro numérique, c'est notre prochaine future super invention, Bruno. C'est quoi? Ouais, et bien, l'euro numérique, ça va être une version numérique de l'argent liquide, en fait.
C'est ça l'idée. C'est-à-dire, c'est pas du Bitcoin, c'est de l'euro par définition. Une monnaie numérique, là. Ouais. C'est une monnaie numérique qu'on pourra avoir dans un portefeuille numérique sur son smartphone et qu'on pourra utiliser pour faire plein de choses, pour payer dans des commerces, mais aussi pour envoyer de l'argent à quelqu'un, à un particulier, à un ami, etc. Et le but du jeu derrière ça, c'est de contrer les systèmes de paiement américains. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux utiliser ton wallet pour payer dans les magasins, en fait, tu utilises Apple Pay, tu utilises Google, tu vas utiliser Mastercard, PayPal, etc. C'est que des systèmes américains. Ouais. Donc, ils prennent le problème un peu différemment. Au lieu de développer un réseau de paiement, on développe carrément une monnaie numérique. Alors, c'est un truc qui est dans les tuyaux depuis pas mal de temps et qui là, vient de franchir une étape importante parce que c'était le 23 juin, il y a eu un vote, en fait, en commission des affaires économiques et monétaires qui a adopté le principe. Alors, ce n'est que le début du parcours législatif. Après, il va y avoir un nouveau vote au mois de juillet et puis des discussions entre les États membres, etc. Mais en principe, il devrait commencer à y avoir des pilotes, donc des tests, à partir de 2027. Et c'est un truc dont on parle depuis pas mal de temps, cette histoire-là. Ça va être intéressant. Voilà. Mais c'est drôle, parce que quand on parle de monnaie numérique, moi, ça me rappelle, il y a quelques années, il y avait la Banque du Canada qui, évidemment, qui est un peu comme la Banque de France. Là, c'est eux qui gèrent les choses monétaires et notamment l'impression des billets de banque. Et eux avaient planché sur un système comme ça de monnaie numérique canadienne. Et puis finalement, ça fonctionnait tellement bien que plutôt que de le rendre public et de le rendre accessible aux Canadiens, ils l'avaient vendu à l'entreprise. Je m'excuse, mais je me souviens plus à quelle entreprise qui, elle, par la suite, a pris le système qui avait été monté par la Banque du Canada et l'avait utilisé, l'avait exploité. Mais je me souviens plus c'est quelle, mais encore aujourd'hui, là, ça fonctionne. Et là, plus récemment, ils se sont fait dire que qu'il fallait qu'ils préparent à ça, qu'ils se préparent à créer quelque chose. Alors là, tout le monde se remet au travail là-dessus. L'idée étant justement de rendre la façon de payer numérique et donc à quelque part, et ça, c'est ça qui est, quand on en parle au Canada, c'est de permettre donc aux Canadiens de ne plus avoir à utiliser des billets de banque ou même des scènes pour payer, mais bien de pouvoir payer directement avec un portefeuille numérique. Mais là, chaque fois qu'on parle de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a évidemment un tollé de protestations pour dire, mais qu'est-ce qui va arriver avec l'argent comptant qu'on a caché en dessous de son matelas pendant toutes ces années? Moi, je travaille, puis je fais des petits boulots de temps en temps, puis les gens me paient comme ça. Qu'est-ce qui va en être de la traçabilité des transactions? Alors, c'est tout ça que la monnaie numérique qui légale et mise en place par un pays arrive à soulever. Là. Comment on sait que toi, Bruno, souvent tu fais de la réparation mécanique de voitures, hein, c'est ça? Pour, ou l'installation de climatisation. Ou de l'installation de climatisation, tout à fait. C'est pour ça que j'étais en France la semaine passée. Tu peux revenir à la maison, là, parce que j'ai un problème en ce moment. Mais c'est vrai que ça gueule un peu parce que les gens ont peur que du coup ça accélère la disparition de l'argent liquide, du véritable cash. Il y a des craintes par rapport à la traçabilité. On pense que ça va être un énorme système de flicage, ce truc-là. Écoute, cette crête-là, elle est prise en compte et normalement, dans le projet, il est clairement expliqué que ce système-là sera anonyme et ne permettra pas de tracer plus facilement les transactions. Bon, alors, est-ce que quand on arrivera au bout du processus, on en sera exactement au même point? Toujours ça, Est-ce que les grands principes seront respectés? On ne sait pas. Mais en même temps, on ne peut pas refuser un truc comme ça. Je veux dire, on a besoin de monnaie numérique. Moi, je ne suis pas persuadé que ça fera disparaître totalement le cash, même si moi, personnellement, je n'utilise plus de cash. Je ne sais pas toi, mais moi, il y a eu la période où je sortais plus sans ma carte bancaire parce que je n'utilise que mon téléphone portable et il y a maintenant aussi la période où non, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, c'est carrément plus ma carte bancaire, mais même avant, moi, ça fait des années, je dirais, je pense que c'est en années, je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Et je n'ai que mon téléphone et ça passe partout. Ça passe partout. Tu vas à l'étranger, même il y a plein de pays où ça fonctionne très bien, etc. Donc, on a besoin de ça. Et c'est une manière, c'est important que ça vienne des banques centrales parce que c'est ça l'idée, c'est que cette monnaie euro numérique, elle sera mise en place par la Banque centrale européenne. Et
Il faut contrer les systèmes de paiement qui viennent d'autres Étrangers. pays, notamment Ouais. américains. Donc, il y a une nécessité de reprendre la souveraineté sur un truc qui est hautement un sujet régalien, hein, qui est la monnaie, par définition. Donc, c'est important. Et on peut pas, enfin, je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais on est assez pionnier parce que ça n'existe pas ailleurs pour l'instant. Ça existe en Chine. Bon, alors tu vas me dire, c'est pas forcément le meilleur exemple. Peut-être que c'est peut-être pas le truc super rassurant de se dire qu'il y aura qu'en Chine et en Europe qu'il y aura une monnaie numérique comme ça. On salue nos amis chinois, hein, qui ont un pays qui fonctionne très bien, mais qui n'ont pas forcément les mêmes conceptions des libertés individuelles que nous. On va voir ce que ça va donner. Récemment, quand j'étais au Brésil, j'ai découvert le système qui s'appelle Pix, qui a également été mis en place par la Banque centrale du Brésil, qui est un succès énorme. C'est un vrai succès populaire. Et donc, ils ont gagné leur pari. Ils ont récupéré leur souveraineté sur le paiement numérique. Et c'est ça qu'il faut voir. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut voir. Juste encore un mot, il y en a d'autres qui sont inquiets, c'est les banques. Parce que les banques... Ouais, parce que les banques craignent que les gens, si ça fonctionne trop bien, l'euro numérique, eh ben on va mettre nos économies sur de l'euro numérique. Et donc, ça zappera les banques, parce que ça passera pas par les banques, ces trucs-là. Oh. Et donc, l'argent sortira des comptes d'épargne en banque pour aller sur du réseau, sur de l'euro numérique. Parce qu'a priori, on sera directement en contact avec la Banque centrale et il y aura une forme de confiance, a priori, dans cette monnaie. Voilà, gros sujet. Donc, rendez-vous en 2027 pour les premiers tests. Et alors, attention, tiens-toi bien, ça va pas arriver tout de suite. On parle d'un possible lancement en 2029. Ah, donc, moi, j'aurais dit 2030. Tu vois, vous êtes assez rapide. Voilà, mais on va carburer. On va faire très vite. Bonne nouvelle. Hey, permets-moi qu'on reste en Europe. Mais je te permets. Merci. C'est quoi cette histoire-là de faux scandale de l'IA dans la presse allemande? Ouais, c'est rigolo. Ce sont des journaux allemands, 2 journaux allemands, qui ont retiré des articles qui avaient été écrits par de l'IA, ou en tout cas, on a découvert que leurs auteurs avaient utilisé de l'intelligence artificielle. Et ça a fait un scandale, parce que c'était des acteurs, un éditorialiste assez connu, l'autre, c'était un ministre. Et donc, ça a gueulé, les clients et les lecteurs crient au manque de transparence, etc. Mais en fait, c'est de la fausse pudeur, cette histoire-là. Et on en a déjà parlé ensemble. Je veux dire, d'abord, tu peux pas freiner l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les rédactions. Et puis, il y a plein d'hypocrisie. On tolère que, par exemple, un article signé par, je sais pas quoi, un homme politique, par exemple, ait été écrit en réalité par son conseiller, revu et corrigé, etc. Ou même dans la presse, je veux dire, depuis toujours, il y a les articles qui sont écrits par les rédacteurs, les reporters, et en principe, quand les rédactions ont les moyens, ben derrière, c'est relu, c'est édité. Il y a des secrétaires de rédaction qui génèrent les titres, qui reformulent des articles. Donc, un article, il n'est pas brut comme ça, sortant du cerveau de son auteur. Et dans la mesure où l'auteur assume pleinement les idées qui sont exposées et qu'il signe et qu'il en endosse la paternité, je comprends pas pourquoi. Voilà, c'est complètement. Mais c'est le reflet d'un truc qui est tellement nouveau, on ne sait pas par quel bout prendre les choses et du coup, c'est un peu la panique. Bon, bref, voilà. Mais est-ce que c'est ça, d'après toi, qui fait que on vient avec la gouvernance européenne, mais ils veulent commencer à poser des identifications sur le contenu qui est produit par l'IA? Est-ce que c'est ce genre d'histoire-là? T'as raison. Alors ça, non, je sais pas. Je sais pas si ça concernera les articles. Les textes journaux. Et en plus, c'est pas en Allemagne, c'est en France. Ah non, pardon, c'est la Commission européenne. Tu as raison, ouais. C'est la Commission européenne. Ça, c'est une décision qui a été prise il y a pas longtemps et ça va entrer en vigueur très vite, le début août 2026. Un étiquetage obligatoire de tous les contenus générés par IA, principalement des images. Alors, ça concernera les deepfakes, les textes d'intérêt public et les agents conversationnels, donc c'est assez large. Il faudrait que ce soit indiqué comme quoi ce texte a été écrit avec ou a été écrit par de l'intelligence artificielle. Et il faudra que cette marque soit visible par le lecteur et également lisible par la machine. Mais en réalité, on voit déjà que c'est un petit peu bidon parce que
ça vient s'ajouter à d'autres choses qui existent déjà. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les géants de la tech ont mis en place ce genre de choses. Ben oui. Pensons à Gemini qui te met déjà un petit logo quand tu utilises le routillage pour faire une illustration, notamment. OpenAI aussi fait des choses comme ça, Microsoft. Et puis surtout, je veux dire, si c'est une intention malveillante. Je pense pas que tu vas prendre le temps de. Tu vas pas mettre le logo ceci est un fake, tu vois. Je vois ça dans tout le pourriel qui rentre. Ouais, ceci est un fake. Ceci est un fake. Mais bon, alors c'est vrai que par exemple pour l'histoire des articles en Allemagne, oui, ça pourrait être cohérent. Aïe, 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 aïe. Merci de ce commentaire, Bruno. Tu as raison de souligner. Aïe, 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 non, mais Jérôme, quelquefois des mots, ça sert à rien. Vaut mieux des onomatopées ou des réactions. Ouais, tout à fait. Écoute, mettons un peu de jovialité dans cette discussion que nous avons. Parle-moi un peu du sommaire de Monde Numérique cette semaine. Cette semaine, dans Monde Numérique, je parle des lunettes Meta, comme je te l'ai dit, avec une interview de Matthew Sanders, donc, qui est vachement intéressante, qui revient sur les origines des lunettes et puis aussi sur la question de l'acceptabilité, qui est le gros sujet. Donc ça, c'est une interview que j'ai réalisée à Vivatech. À Vivatech, j'ai rencontré également, autre sujet, me semble-t-il, assez intéressant, les data centers. Tu sais qu'il y a plein d'inquiétudes par rapport aux data centers aux États-Unis, mais également aussi chez nous aujourd'hui. Et donc, c'est l'une des plus grosses sociétés qui fabrique des data centers et qui remet un peu les pendules à l'heure. Et on apprend notamment que c'est beaucoup moins polluant, ou en tout cas consommateur de ressources en eau, notamment, que ce qu'on pourrait croire, en tout cas en France, parce que nous sommes les bons élèves de l'environnement, et donc, voilà, il faut le signaler. Et puis sinon, on parle cybersécurité aussi, avec un petit peu la réponse européenne à la crise Mythos. Eh bien, il y a des organismes, et notamment l'OTAN, qui se rapprochent de différentes compagnies spécialisées en cybersécurité pour essayer de développer des outils un peu pour contrer les outils américains d'intelligence artificielle pour la cyber. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben écoute, je me retourne du côté de l'armée canadienne. Parce qu'en ces temps difficiles pour le Canada, où on ne sait plus trop à qui faire confiance sur notre continent d'Amérique du Nord, ben, on doit commencer à changer nos pratiques et on doit changer, disons, mettre à jour nos pratiques et aussi l'équipement. Alors, je me suis entretenu avec un très haut gradé de l'armée canadienne qui me parle de la modernisation de l'armée canadienne. Évidemment, on parle de drones, on parle des hommes, on parle de formation et de cette nouvelle réalité dans laquelle ils doivent opérer. C'est assez intéressant et c'est la première fois qu'il y a un haut dignitaire de l'armée canadienne qui donne ce type d'entrevue-là. Alors, je suis très content qu'il le fasse dans le cadre de mon carnet. Sinon, je vais te parler de quelque chose, mais que tu ne connais pas. Mais moi, j'en suis bouche bée de le mentionner. Les CCTT. Qu'est-ce que les c'est? CCTT, il faudrait écouter l'entrevue que je fais avec le patron de cette organisation-là. Ce sont des centres de savoir et d'expertise. Tu sais, au Québec, on a, quand les jeunes vont au secondaire, l'équivalent du lycée, et avant de rentrer à l'université, il y a 2 ans. Ça s'appelle des cégeps ou le collégial. Et pendant ces 2 ans-là, il y a des gens qui peuvent aller chercher une expertise très pointue qui va permettre d'aller directement sur le marché du travail plutôt que de poursuivre à l'université. Et donc, dans cette tranche-là de corps de métier où il y a de l'expertise, notamment en technologie, c'est pour ça que je parle des CCTT, il y a tout un savoir-faire qui maintenant est partagé avec des jeunes entrepreneurs, des PME à la grandeur du Québec. D'ailleurs, c'est reconnu ailleurs au pays. Certains font appel à leur savoir, autant dans le numérique large, là, ça veut dire autant le quantique que l'IA, que la transformation numérique d'entreprise. Ouais. Et donc, c'est une série de rencontres que je commence avec des gens qui œuvrent là, parce qu'encore aujourd'hui, ici au Québec, ce sont des gens qui sont très peu connus. Et à un moment donné, moi, je me suis presque choqué. Puis j'ai dit, non, mais là, il faut les faire connaître. Alors là, je
présente une série de rencontres avec ces gens-là qui sont j'allais dire des sommités dans leur domaine, mais qui ne sont pas connus du public en général. Et là, ça sera l'occasion de les faire rencontrer. Alors, je commence avec Ludovic, lui qui est le grand patron des CCTT, pour faire découvrir la chose. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas on est vraiment dans le pratico-pratique, on n'est pas dans les recherches universitaires. Et quelquefois, pour des entreprises qui veulent aller plus loin dans leur développement, dans leur recherche, c'est exactement ce type de savoir-là que ça prend. Alors, c'est pour donner espoir aux gens qui cherchent des alliés dans leur développement. Voilà. Super. Eh bien, écoute, bonne écoute à tous tes auditeurs. Oui, puis moi, je te remercie d'être passé chez nous. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bruno. Ciao, ciao.